Merci de vous joindre à nous pour la deuxième séance plénière de la conférence Goodstock. Comme je suis sûr que vous le savez tous maintenant, le nom complet de cette conférence est Goodstock. Être bon est un état d'esprit. Et l'esprit, c'est sur le sujet sur lequel nous allons nous concentrer maintenant. Comment garder notre esprit concentré sur notre objectif malgré les revers et les défis? Je suis accompagné de quelques personnes inspirantes qui ont surmonté de grands obstacles ici avec moi. Arik Zehevi, 4 fois champion d'Europe de judo et médaillé de bronze aux Jeux Olympiques, qui a connu une longue et illustre carrière, mais a également connu de grandes déceptions. Et à New York, Nicola Mitchell, fondatrice de Girls Who Brunch, une association à but non lucratif qui aide les jeunes à risque et permet aux jeunes filles de réussir. Merci d'être avec nous. Bonjour Arik, bonjour Nicola. Avant de commencer, je voudrais vous demander à tous deux de vous présenter. Je suis sûre que beaucoup de nos auditeurs vous connaissent, mais pour ceux qui connaissent moins vos carrières, Nicola, commencez s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Nicola Mitchell. Je suis la fondatrice de Girls Who Brunch. Je suis écrivaine de best-sellers. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai écrit 17 livres et j'ai fait pour ces jeunes filles de la Caroline du Sud qui m'ont encouragée à créer cette organisation. Nous avons aidé plus de 20 000 jeunes filles à travers le pays. Plus de 20 000 jeunes filles au fil de l'année, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous faites avec les Girls Who Brunch, ces jeunes filles qui prennent le brunch? Les jeunes filles qui brunchent, en fait, 100 à 50 filles qui viennent de vies difficiles, des filles qui ont été exploitées sexuellement, des filles qui viennent de maisons de redressement et autres. Et donc, nous aidons ces jeunes filles à profiter de la vie. Nous faisons des activités, nous créons des spectacles et nous donnons des chances à ces jeunes filles de s'exprimer, de raconter ce qu'elles vivent et nous amenons les membres des communautés à les rencontrer pour les aider et pour leur donner la force et du courage. Merci beaucoup, Nicola. Arik, si vous venez d'un quartier ultra-orthodoxe du Bnei Brak et devenir un champion du monde de judo. En fait, j'ai commencé j'ai grandi dans un quartier difficile qui s'appelle Pardes Katz, qui est un quartier très difficile. J'ai commencé à m'entraîner dans un abri, dans une cave de centre communautaire de Pardes Katz, parce que mon entraîneur était un voisin. Et j'ai commencé à suivre mon grand frère aux entraînements. Et comme tous les sports en Israël, tout est arrivé par hasard. Mon voisin, s'il avait été un entraîneur de karaté, eh bien, je serais karatiste et je ne serais pas athlète olympique puisque le karaté n'est pas un sport olympique. Dans mon association, j'essaye de changer les sports en Israël. Qu'est-ce que vous faites dans votre association? J'essaie de changer le sport israélien. Israël est au 89e rang des résultats olympiques. Un pays avec la même population que la Finlande, même la Finlande et le Liechtenstein a 10 médailles olympiques, nous n'en avons que 9. Et donc, la mentalité israélienne est parfaite, sinon on ne réussirait pas dans d'autres domaines. Et il n'y a rien de mauvais non plus dans les gènes juives, ce n'est pas la question. On a plus de 700 médailles olympiques remportées par des juifs. Mark Spitz, bon, mais il n'est pas d'Israël, parce qu'il y a un problème dans les sports israéliens en fait. Le sport est géré par des clubs privés. Les entraîneurs sont payés au nombre d'athlètes et pas aux résultats. Enfin, on en parlera. Il y a beaucoup de problèmes dans le sport israélien que j'essaie de changer. Et quelles ont été les difficultés auxquelles vous êtes affrontés? Quels ont été les obstacles? D'abord, je pense qu'en Israël, par exemple, vous pouvez être le prochain Michael Phelps. Si vous ne vivez pas près d'une piscine, vous ne saurez même pas que vous avez un talent pour la natation. Donc d'abord, il faut chercher les personnes douées. Je vais dans les écoles primaires pour chercher les enfants doués. 80% des enfants que j'ai identifiés, des jeunes femmes, des jeunes filles, ne faisaient pas de sport avant que j'arrive dans leur école. C'est un problème de le dire. Les filles en Israël ne font pas de sport, elles font
du ballet ou de la gymnastique artistique, mais d'abord, je vais les chercher. Et on fait aussi des entraînements avec les meilleurs entraîneurs d'Israël. Et ensuite, je les oriente vers les meilleurs sports qui leur conviennent. Michael Phelps, par exemple, s'il avait été un joueur de basket, il n'aurait pas été Michael Phelps. Et Michael Jordan, s'il avait été nageur, n'aurait pas été à ce niveau. Et donc, il faut d'abord les trouver et leur permettre de réaliser leur potentiel. Donc, je vais dans les quartiers difficiles parce que je pense que le sport est le meilleur moyen de réduire les écarts sociaux. Parce que j'ai grandi à Pardescat, je sais de quoi je parle. Mon grand frère travaille dans l'industrie du high-tech, dans le domaine électronique. Ils ont comblé les fossés par l'éducation et moi par le sport. Nicolas, Arik et toi venez de différentes origines, mais en même temps, vous avez beaucoup de choses en commun. Vous pouvez nous parler des obstacles et des défis que vous avez dû relever au début avec Girl Key Branch? Non, on n'est pas si différents à l'origine. Je viens de Jamaïque et je suis arrivée à Las Vegas quand j'étais très jeune et je suis arrivée dans un quartier très pauvre. Et étant immigrante, venant dans un quartier essentiellement noir, avec une culture différente, j'étais très isolée. J'ai été violée à plusieurs reprises avant l'âge de 16 ans. La première fois que j'ai été violée, c'était à l'église par le chef du chœur. Et souvent, j'ai pensé que c'était un problème qui me concernait parce que ça m'arrivait, donc c'était quelque chose d'était mal chez moi. Je suis arrivée au lycée et quand j'ai été à l'école, j'ai eu ma première fille quelques jours après mon anniversaire de 15 ans. Et c'est quelque chose... Et j'ai rencontré un enseignant qui n'a pas renoncé à moi et qui m'a dit que je poursuivrais mes études comme tout le monde, et même avec ma fille. Et donc, j'ai utilisé les techniques qu'il m'a enseignées parce que je crois, et je le dis et le répète depuis que je suis adulte, sans le docteur Sullivan, je ne serais pas là. Je serais toujours comme les autres dans ce quartier qui, à Las Vegas, vivent des choses terribles. Et donc, il m'a montré autre chose. Mais je fais la même chose. Je vais dans les quartiers pauvres et je réunis les gens pour qu'ils ne doivent pas sortir. Ils peuvent venir à pied si nécessaire et trouver les personnes talentueuses dans ces quartiers que personne n'aurait jamais trouvées. Parce que, donc, on fait le même type de choses. C'est pour ça que je souris d'ailleurs quand je l'entends. Nicolas, quand je travaille avec des femmes qui souffrent d'abus domestiques, je vois souvent ces femmes et je leur raconte mon histoire. Et alors, je sens que cela m'aide à les aider. Vous pensez la même chose? Oui, quand j'arrive, ces jeunes filles savent qui je suis. Elles voient que je suis belle, je danse, je fais des choses sympas, mais en même temps, elles se demandent qui je suis et c'est bizarre pour elles. Alors, je danse et puis je leur montre des photos et je me présente et je raconte, après avoir raconté ma vie, je leur dis, je suis comme vous, j'ai été violée, j'ai été frappée, j'ai eu 2 enfants qui sont morts. Vous pouvez être meilleur que moi. Avec ces filles, quand vous leur dites cela et que vous partagez avec elles, eh bien, elles sont plus ouvertes à vous dire ce qu'elles vivent. Nous avons aussi des panels anonymes où elles posent leurs questions sur des papiers anonymisés. Et donc, en fait, elle leur raconte, voilà, j'ai été violée par mon oncle, comment est-ce que je puis être aidée? Et vous ne savez pas ce que quelqu'un vit si vous ne leur racontez pas votre propre histoire, vous leur permettez de s'ouvrir pour raconter ce qu'ils vivent. Vous faites un travail invraisemblable, Nicolas. C'est une inspiration de vous entendre. Et vous, Arik, qu'est-ce qui vous motive dans votre parcours? Bonne question. Vous savez, lors des derniers Jeux olympiques à Londres, j'ai perdu au bout de 43 secondes. Et quand je suis rentré en Israël, j'ai commencé à entendre ce que j'entends tout le temps.
Israël est mauvais en sport à cause de la mentalité israélienne et tout ça. Et je déteste que les gens disent ça. Et j'ai essayé de le changer. On est les meilleurs dans le high-tech, on est une des meilleures armées au monde, on a plein de prix Nobel. Je pense qu'on peut être aussi un bon pays en sport. C'est ce que j'essaye de faire. Voilà, c'est tout. J'ai arrêté un peu le sport, donc je voulais terminer sur une médaille olympique, mais je reprends quand même le sport en même temps. Et qu'est-ce que vous voudriez dire? Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message à ces jeunes enfants qui se battent chez eux et souffrent? Les enfants dans le monde entier, d'abord et avant tout, doivent trouver ce pourquoi ils sont les meilleurs. C'est le plus important. Et faire leur meilleur pour le réaliser. Je voulais vous parler d'un projet spécial que je fais. David Harrison était là et c'est un des grands donateurs de ce projet. Sur de la course de fond pour la communauté éthiopienne. La communauté éthiopienne sont talentueux pour la course, mais il ne suffit pas d'être éthiopien, il faut d'abord avoir aussi les bonnes rencontres et les athlètes qui vous encouragent. Et donc, dans 2 quartiers de Netanya et Petah Tikva, qui sont des quartiers difficiles, avec 80% d'Éthiopiens, ils ont été recherchés des enfants et 2 ans plus tard, tout le podium du championnat de course de fond étaient des Éthiopiens en première, deuxième et troisième place. Donc, vous devez trouver des enfants, leur donner leur chance et pour leur permettre de réaliser leur potentiel. Nicolas, je vois que vous acquiescez. Vous êtes d'accord avec Arik? Absolument. Nous avons commencé à entrer avant la COVID, dans des centres de détention où ces jeunes filles de 12 à 17 ans, et pour certaines d'entre elles, sont en prison et y vivent. Et vous vous demandez comment elles sont arrivées par là. Parfois, c'est pour de petites accusations ou parce qu'elles ont été victimes de trafic humain. Et j'ai aidé à mettre au monde un enfant en prison. Et cette femme est pleine de potentiel et de capacités. Si elle ne m'avait pas rencontrée, si je ne l'avais pas aidée à sortir, où serait-elle aujourd'hui? Elle est mon inspiration. À chaque fois que c'est dur, et maintenant avec la COVID, et qu'on ne peut pas arriver à ces enfants, on a triplé le nombre de participants parce qu'on fait les choses en virtuel, mais les filles qui ont vraiment besoin de participer n'y sont pas parce qu'elles n'ont pas accès à l'Internet et aux appareils. Et ce sont les enfants, les bébés, comme vous dites, ces enfants qui seraient les plus brillants si on avait accès à eux. Et c'est ça mon plus grand défi aujourd'hui, c'est d'arriver à eux. Quelle est votre vision, Nicolas? Comment est-ce que vous voyez les filles qui brunchent à l'avenir? Venant de la Jamaïque, je veux que ce devienne international. Je veux qu'on ait un brunch par jour, une conférence simultanée à travers le monde. Je veux que nous puissions avoir des programmes de celles qui sont lauréates de notre programme et qui reviennent enseigner. Je veux qu'on ait plus de ressources pour elles, qu'on puisse les aider avec leurs entreprises, qu'elles puissent ouvrir des entreprises, qu'elles puissent participer à la vie de la nation. Il y a beaucoup de choses que je veux faire. Je développe aussi un combat contre le trafic par une application pour que les filles puissent avoir accès. La chose la plus importante dans le trafic humain, c'est qu'ils ont toutes ces ressources pour appeler à l'aide, mais si elles appellent et que personne ne répond au téléphone, elles ne pourront pas vous dire où elles sont et où on peut les rappeler. Donc, je veux qu'il y ait une application qui puisse les suivre. Voilà sur quoi on travaille aujourd'hui pour l'avenir. Incroyable. Et je vois déjà et j'imagine déjà comment cela aura lieu. Votre conférence internationale, invitez-moi, je vous en prie, j'y serai là. Ah, ça, c'est sûr. Même question, Harry. Qu'est-ce que vous voudriez réaliser? Eh bien, je voudrais que les gens en Israël soient fiers et agissent. Je voudrais que l'équipe d'Israël se qualifie au championnat du monde en football, qu'on remporte des médailles olympiques. Je voudrais que les enfants de zones défavorisées remportent
des médailles. Je pense que les enfants israéliens sont bons en sport. Je tiens à vous dire une chose que je ne savais pas avant. Les Juifs sont la moitié de la population mondiale en réalité, le gène et la moitié des médailles olympiques sont remportées par des Juifs. Et donc, je voudrais qu'Israël puisse avoir, à chaque Jeux olympique, Israël devrait gagner 8 à 10 médailles. C'est ma vision. Ça prendra 6 à 8 ans d'y arriver. Arik, je vous connais. Quand vous avez un objectif, vous y arrivez. J'attends avec impatience de voir ces médailles. Une question à vous deux encore. Nos auditeurs voudraient faire le bien, diriger le bien, faire tout cela. Et je voudrais vous demander comment est-ce qu'on le fait? Deux personnes comme vous qui le font au quotidien. Qu'est-ce que vous pensez être la meilleure chose que nous devrions tous savoir? Je crois qu'il faut découvrir quel est votre point faible. Qu'est-ce qui vous fait mal? Qu'est-ce qui est votre talon d'Achille? Croyez-moi, d'autres personnes pensent et sentent comme vous. Et c'est ça qui doit vous motiver pour faire le mieux dans le monde. Et en plus, il faut le faire. Simplement, agissez. Les gens se demandent comment trouver l'argent, l'information. Faites, peu importe. Ce qui devra arriver, arrivera. Quand moi j'ai commencé, les filles qui brunchent, j'avais pas d'argent, j'avais pas de nom. Je savais simplement que je voulais faire quelque chose pour les filles dans le pays. Et on a quadruplé notre nombre. Et je pense que j'avais la passion pour le faire parce que c'est quelque chose qui me touchait. Quand je vois ces filles, je me vois moi. Et si vous trouvez, comme l'a dit Arik, il veut que d'autres enfants remportent des médailles olympiques. C'est ça qui lui tient à cœur, c'est ça qui le motive. Si vous trouvez ce qui vous motive, vous pouvez ensuite donner cela au monde et vous battre encore plus fort parce que vous voulez faire quelque chose quand vous vous investissez. Investissez personnellement. J'adore ça. Je vais le réutiliser. J'ai des idées, Nicolas. On va se reparler plus tard. Merci. Et vous, Arik? Je suis d'accord avec Nicolas. Parce que je pense, beaucoup de gens, souvent, se trouvent des excuses et se trouvent comme victimes. Non, il faut retrouver la flamme en soi, qui est la meilleure motivation qui soit. Mon meilleur résultat en judo, c'est juste après un échec. Toujours après un échec que j'apprends. Et c'est la meilleure chose dans le sport de compétition que vous puissiez apprendre. Apprendre à gérer le stress, l'échec, et réanimer cette flamme qui vous pousse. C'est la chose la plus importante. Merci beaucoup. Merci Arik, merci Nicolas. J'ai beaucoup appris. Vous êtes vraiment une inspiration. Merci pour tout le bien que vous faites. Merci. Et donc pour la prochaine session, lorsqu'on parle d'être bon et de mener le changement dans le monde, il est crucial d'identifier et de donner les moyens aux bons agents d'apporter des valeurs et des actions. Nous aimons nous concentrer sur les acteurs les plus susceptibles d'appeler au changement et de le mener, les jeunes. Mais quel rôle les jeunes doivent-ils jouer pour exiger, créer, participer à des solutions qui touchent leur santé, leur bien-être? Et quelle est l'importance de trouver leur propre voie pour conduire un changement positif dans le monde. Donc, pour se joindre à moi, pour en discuter des Émirats arabes unis, le PDG de la Fondation des Émirats arabes unis, Ahmed Talib Al-Shami, et le fondateur de Design for Change, Kiran Birseti, et ici en studio avec moi, le fondateur du mouvement de jeunesse Kermbo Wings, Adi Altshuler. Merci à tous de vous joindre à moi. Tous les trois, vous êtes des personnes qui ont fait beaucoup de travail et ne serait-ce que par vos titres, il est clair que vous comprenez bien les choses. Mais d'abord, je voudrais vous donner la possibilité de vous présenter et de présenter votre travail. Adi, allez-y. Bonjour. Je suis très heureuse de vous voir.
En fait, mon parcours a commencé quand j'avais 11 ans et demi et j'ai commencé, oui, j'étais très jeune. Petite fille, j'ai commencé à être bénévole dans des ONG en Israël qui aident les gens qui ont des discapacités. Et donc, j'ai aidé un enfant de 3 ans qui avait une paralysie sévère, qui ne pouvait ni marcher ni parler. Physiquement, il ne pouvait rien faire, cet enfant. Et je l'ai accompagné une fois par semaine pendant 1 heure. Et quand j'ai rencontré Kfir, je suis tombée amoureuse de lui tout de suite. Et chaque jour, je sortais de l'école et j'allais le voir. Lui et sa famille sont devenus une deuxième famille pour moi et tout l'amour et le soutien que j'ai reçu d'eux était extraordinaire. Et ensuite, près de Kfir, j'ai compris que nous étions tous handicapés. Nous sommes tous en chaise roulante. Avec Kfir, ça se voit. Mais c'est la différence. Et donc, en grandissant près de lui, j'ai compris que le besoin le plus important pour ces enfants, c'est la socialisation, des amis. Ce n'est pas la thérapie, mais c'est de s'amuser, d'être un enfant. C'est ça qui lui manquait. Et donc, à 16 ans, j'ai été dans un programme de développement de leadership pour les jeunes, pour aider les enfants, handicapés aussi, et ça a grandi. Et aujourd'hui, on a l'organisation Crembo Wings, et puis aujourd'hui, il y a plus de 7000 enfants qui sont traités par cette organisation, et moi, je l'ai quitté. Et il y a quelques années, j'ai quitté ce mouvement de jeunesse pour passer aux écoles et j'ai inclus les écoles inclusives en Israël. Nous avons ouvert 5 écoles inclusives ici dans le pays et en septembre, nous allons ouvrir 8 nouvelles écoles inclusives. C'est invraisemblable. Oui, et nous avons aussi des écoles inclusives ultra-orthodoxes, des jardins d'enfants, des écoles et des lycées. J'espère que d'ici 5 ans, chaque ville aura des campus inclusifs, parce que pour moi, il s'agit de comprendre que la diversité est un avantage, n'est pas un fardeau. Donc, je vois cela pour chaque personne. Et en fait, voilà, c'est formidable. Kiran, je voudrais maintenant vous entendre. Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous revoir. Je n'ai pas l'intention de changer le monde ou d'être un entrepreneur social. Dans mon travail, moi je suis devenue maman. Et quand j'ai pensé à un système éducatif pour être bon et pour obéir, et je me suis dit non, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je suis designer et j'ai dit, tiens, voilà une occasion à saisir de manière intentionnelle, s'assurer que chaque enfant est un état d'esprit de « je peux », pas attendre la permission de rendre le monde meilleur, mais je peux rendre le monde meilleur. J'ai ouvert mon école il y a 20 ans maintenant. C'est devenu un laboratoire pour mettre en place ces principes pour que les enfants puissent simplement permettre de créer cette empathie. Et donc, on a fait des cadres d'imagination, donc cette structure de « I can », je peux, pour que les enfants puissent comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'avoir la permission pour rendre le monde meilleur, mais qu'ils peuvent le faire et qu'ils en ont la capacité. En 2009, quand j'ai lancé Design for Change, c'était pour les enfants du monde entier. Il y a plus de 60 pays aujourd'hui qui utilisent ce cadre pour transformer le mal en bien grâce à la puissance des idées. Ce que j'ai appris depuis 20 ans, c'est que c'est un acte de foi. C'est un acte de foi parce que l'on s'assure que l'âge, le genre et les compétences n'ont rien à voir avec les possibilités. Et donc, c'est extraordinaire comme expérience. Et donc, j'espère que tout le monde, que tous les enfants du monde pourront apprendre dans ce programme, que c'est donc travailler et c'est un acte de foi. Ahmed, dans cette journée de bonnes actions, c'est merveilleux d'avoir un
représentant des EAU avec la normalisation avec Israël. J'ai été à Dubaï et c'est super, je dois vous dire. Je suis heureuse de vous accueillir et nous serons heureux de vous entendre. Oui, c'est un plaisir. Et c'est vraiment des histoires tellement inspirantes que de les entendre aujourd'hui. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui. Mon histoire ressemble sur un aspect. Le rôle de la prise en main, de la prise de conscience qu'on est capable. J'avais 14 ou 14 ans, ça a commencé. J'ai vu que par le bénévolat ou le volontariat, peu importe votre taille, peu importe votre âge, vous pouvez faire la différence. Personne ne peut vous empêcher de le faire. Et peu importe si l'idée semble ridicule ou folle, si vous voulez avoir un impact, c'est par là qu'il faut commencer. J'ai eu la chance d'avoir un système d'éducation ici et des plateformes qui ont permis de faire avancer le coaching et le mentorat. Et donc, j'ai été l'ambassadeur de la jeunesse des EAU et pour voir que dans le monde entier, les jeunes ont des points en commun, il faut donner davantage, quand on est jeune, à sa nation pour rendre la vie des citoyens de son pays meilleure, même si c'est de manière très ponctuelle dans leur propre communauté. Et c'est là que j'ai commencé. Et regardez, voilà où je suis aujourd'hui. J'ai cette fondation. Peu importe si vous donnez très peu, tout est possible. Si vous êtes un expert ou un enfant, c'est toujours le premier pas qui coûte, mais qui vous permet d'aller dans la bonne direction pour influencer votre communauté et arriver ensuite à votre nation, à votre région. Et c'est comme ça que vous pouvez paver la voie pour faire le bien pour les générations à venir. Encore une fois, je voudrais souligner, et j'adore ce que Kiran a dit, vous donnez de la force à vous-même et aux autres. Et c'est comme ça que le changement peut arriver encore et pour le mieux. Merci beaucoup, Ahmed. Adi, quels sont les principes clés que les enseignants et les systèmes éducatifs devraient adopter pour aider les élèves pour changer leur environnement? Grande question. Je sais que vous avez les réponses, je sais, mais bien sûr. Eh bien, je ne sais pas s'il y a un protocole ou un manuel pour être adapté à tous les systèmes éducatifs. Et je ne veux blesser personne, mais je suis fatiguée des grandes questions philosophiques, si vous voulez. Pour moi, il s'agit de travailler dur. Il s'agit de comprendre les besoins et essayer au quotidien de créer des systèmes et des communautés qui vont se battre et tout faire pour changer les choses. Des communautés de bonté qui vont se battre pour le droit de tout un chacun d'y participer, d'avoir ce sentiment d'appartenance, de voir l'excellence, comprendre la diversité et vraiment aller vers l'indépendance et les capacités. Dans les écoles inclusives, on travaille sur ces valeurs de base au niveau pédagogique, au niveau socio-émotionnel, au niveau organisationnel et au niveau physique. Donc le design, la mise en place est très importante dans la réflexion éducative dans les écoles inclusives. Donc nous essayons de travailler de manière holistique parce que tout est interconnecté. Tout est interdépendant. Et donc, nous pensons au changement. Il nous faut penser à 360 degrés, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec une perspective généraliste, holistique. Que ce soit une école, que ce soit le directeur, un enseignant, une petite municipalité, il faut trouver les gens qui ont la passion du changement et leur donner les outils. Enfin, il faut trouver des gens comme vous, quoi. Non, moi, je pense qu'il faut trouver des gens comme eux. Oui, Kiran, même question.
Kiran. Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Je suis d'accord avec Adi. Je ne pense pas qu'il y ait de formule magique pour faire cela. Mais je pense, moi j'ai appris une chose, même si un enfant vous semble ne pas vous écouter, il vous imitera toujours. Et un des meilleurs ingrédients de cette idée, c'est le modèle. Donc, vous savez, il faut être... donc, soyez digne d'être un modèle, soyez digne d'être imité et faites que les enfants imitent des actes de générosité, de bonté, de gentillesse. Ça commence là. Donc, j'aime bien parler de contagion. Vous savez, la contagion, c'est quelque chose de positif, justement. Eh oui, même. Donc la contagion est un super mot. Soyez bien conscients que c'est un acte de foi. C'est un acte de foi qui peut créer la magie. Et je pense que adultes et enfants peuvent le faire. C'est aussi simple que ça. Et exactement comme Adi le dit, et il faut que chaque jour vaille la peine ou mérite la confiance que l'enfant vous donne. Et il demande, est-ce que j'ai une voix? Est-ce que j'ai une importance? Est-ce que je vais changer le monde? Et tout ce qu'il faut, c'est que quelqu'un lui dise, mais oui, bien sûr, mais évidemment, je suis là pour ça, pour toi. Et c'est exactement, je pense que c'est exactement la leçon qu'ils m'ont apprise, en fait. Merci Kiran. Ahmed, quelles occasions et quelles possibilités cela a ouvert pour vous, justement? Eh bien, cela ouvre beaucoup d'occasions et de possibilités de transmettre ces valeurs de ce que nous souhaitons voir pour la prochaine génération. Il y a beaucoup de normes culturelles, il y a beaucoup de leçons qui vont dans l'éducation de l'enfant et le système éducatif, c'est là que ça commence. Si nous pouvons nous assurer que nous avons des valeurs universelle, l'inclusivité, comme l'a dit Adi, ou gentillesse, l'acte du don, eh bien, c'est comme ça que l'on doit éduquer. Et de ce qu'a dit Kiran, si vous êtes un modèle, si vous proposez ces plateformes par le volontariat ou par l'expérimentation de ces actes de gentillesse, c'est là que ça commence. Parfois, ça n'est pas si facile de transmettre ces valeurs aux jeunes, sauf s'ils les mettent en pratique dans la vraie vie. Et donc, dans ce monde global, nous avons besoin de ces valeurs, et en particulier en termes d'inclusivité, comment respecter les autres, les foi des autres, les nationalités de l'autre, leurs valeurs, leurs croyances. Et c'est l'éducation avec ces valeurs et qu'on passe à la prochaine génération. Imaginez ce que le monde sera d'ici quelques années. Encore une fois, se porter volontaire, être là, le volontariat et l'éducation devraient se tenir par la main d'une manière ou d'une autre. On vous enseigne ces concepts de gentillesse, de respect. Est-ce que nous pouvons proposer une plateforme dans nos systèmes d'éducation pour pratiquer cela? Et avec cela, je pense que nous tous, individus, ou même les gens qui souhaitent développer et voir le changement, nous essayons d'appliquer les choses au niveau de nos petites communautés et de nos nations plus tard. Ahmed, si vous étiez le ministre de l'Éducation dans votre pays, en charge du système éducatif de votre pays, qu'est-ce que serait votre première décision? Je dirais que numéro 1 serait de mettre en place un programme que nous avons qui s'appelle le programme d'éducation, par exemple, sur les périodes de racines, par exemple, de raconter des histoires. Un jour par semaine, raconter une histoire. Vous savez, raconter une histoire a une puissance incroyable, donner ainsi une inspiration aux jeunes. Et puis, le jeu des modèles de rôle, c'est une inspiration qui peut vraiment changer les gens, même si c'est pour une journée, de jouer des rôles une journée dans une histoire. Moi, je crois dans ces racines, ces origines, les classes
qui font avancer. Mais parfois, il faut aussi faire un pas en arrière et regarder et profiter de ce que nous aimons au-delà de l'éducation formelle. Il y a un autre élément qui est c'est savoir donner la valeur aux choses, qui peut nous aider au quotidien dans nos vies et dans notre connexion au monde. Merci Ahmed. Adi, nous avons des élections dans moins de 2 semaines en Israël et peut-être que si vous étiez élu et être la prochaine ministre de l'Éducation, pour dire à Ahmed une autre opportunité de cet esprit du temps, c'est ce panel, c'est ce qui se passe actuellement, maintenant, là où je vous parle, où les éducateurs dans diverses communautés du monde, de l'Inde aux Émirats en Israël, réunis ici sur cette plateforme pour partager leur expérience et en parler. C'est formidable. La prochaine fois, j'espère en personne. Mais qu'est-ce que vous feriez comme première décision comme ministre de l'Éducation? Je fermerai le ministère de l'Éducation d'abord. Oui, je pense que en Israël, ce qui nous tue, c'est la bureaucratie qui enlève tout le pouvoir aux directeurs, ceux qui devraient être les meneurs de changement dans les municipalités. Donc, essayer de réduire, de rétrécir la bureaucratie, les hiérarchies, de telle manière que les choses soient plus flexibles pour que les éducateurs, les directeurs, ceux qui ont le pouvoir en réalité dans la vie quotidienne de leurs écoles, pour qu'eux puissent effectivement mener les choses telles qu'ils voient les choses concrètement chaque jour. Voilà, ce serait ça la première chose que je ferais. Merci Adi. Est-ce que, Kiran, la COVID-19, les enfants ont beaucoup raté l'école, pas seulement au niveau du programme scolaire, mais aussi de la croissance personnelle dans les rencontres avec d'autres êtres humains et autres enfants et autres enseignants? Qu'est-ce que ça risque d'avoir comme impact, à votre avis? Je pense qu'on s'est concentré de manière erronée sur les programmes scolaires et d'apprentissage. À mon avis, ce n'est pas ça l'important. Imaginez ce qu'ils ont vécu. Il y a des gens qui ont peur de perdre quelqu'un. Éloignez-vous des autres. Tous ces messages-là, la quantité de peur que sont la raison principale qu'il faut prendre pour pouvoir à nouveau aimer, pour pouvoir à nouveau être en sécurité, pour pouvoir à nouveau croire. Il faut que ces enfants puissent comprendre qu'il est important d'être ensemble et pas éloignés. Et je pense que la perte d'apprentissage est, à mon avis, totalement secondaire à la nécessité de transformer la peur en courage. Et c'est pour moi, à mon avis, le fossé le plus important qui est arrivé, la plus grande urgence, c'est de ramener le courage et la force dans la vie de nos enfants pour qu'ils se sentent à nouveau en sécurité. Et c'est ça qui va permettre à nouveau et qu'il va falloir réapprendre. C'est ça l'important. C'est important, en effet. Ahmed, même question. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je voudrais dire, encore une fois, avec ce qui est arrivé, il y a beaucoup aussi de nouvelles occasions qui sont apparues, de nouvelles opportunités. Et ce qu'a dit est exact. Nous sommes connectés maintenant dans le monde entier. Ces systèmes étaient toujours là, mais on ne les avait vraiment pas utilisés à leur plein potentiel comme nous le faisons maintenant, à cause de la pandémie. Alors, si on gardait cela, cette connectivité, encore une fois, c'est toujours merveilleux, bien sûr, de rencontrer les gens en personne, mais cette disparition de frontières, quand les frontières et les longues heures de vol sont un obstacle, voilà des plateformes auxquelles on pourra toujours revenir, qu'on a découvert pour partager avec différents segments de la société, que ce soit les enfants, que ce soit la jeunesse, que ce soit les décideurs politiques. Donc, ces plateformes nous permettent de nous connecter plus que jamais. Et donc, c'est une question de les organiser et de les utiliser. On parle de programmes transcontinentaux et de leurs avantages. Imaginez maintenant que nous pourrions faire les choses virtuellement avec autant de personnes possibles sans limitation logistique et opérationnelle qui sont afférentes à l'organisation de programmes comme ça physiquement. Vous imaginez? On pourrait faire ça une fois par mois
avec des gens qui défendent une cause comme nous le faisons aujourd'hui. Et c'est la COVID qui nous a permis de découvrir cette possibilité, cet aspect d'adaptation aux nouvelles façons de s'adapter. Je pense que là, c'est quelque chose qu'il faut continuer à développer si on parle de la remise en place et donc, par exemple, les forums virtuels. Pourquoi être dans un panel à discuter avec des gens qui ne sont pas près de moi physiquement? Mais si, c'est possible maintenant. On voit comment cela fonctionne en fait. Et c'est notre rôle d'augmenter le nombre de panels, de rencontres virtuelles, de collaborations interculturelles et internationales avec de tels outils. Avant la dernière question, je tiens à noter que ce soit aux Émirats, en Inde ou en Israël, je sais que moi, mes enfants et des éducateurs comme vous trois. Voilà. Et je voudrais vous poser la question. Partagez avec nous peut-être un exemple de vos expériences. Un enfant qui vous laisse un souvenir pour toujours. Un enfant? Oh là là. Non, ça c'est dur. Un groupe peut-être ou une école? Une histoire, quoi. Kiran, commencez. Il faut que je réfléchisse. Ça ne me vient pas comme ça. Un exemple. Vous avez parlé de Kfir, mais j'en ai tant d'autres. C'est comme une maman. Si on lui demande de choisir un de ses enfants, c'est impossible. Exactement. Écoutez, je vais y réfléchir. Attends. Kiran, alors. Écoutez, c'est comme a dit, il y en a tellement. Pour moi, je crois, mon parcours a commencé avec mon propre fils. Je pense que la plus grande leçon, ça a été son existence qui m'a fait le parent que je suis, qui m'a rendue courageuse et même effrontée, je peux dire, sans peur. Et je pense que je veux toujours être active. Il faut commencer. J'ai commencé à être maman pour devenir la défenseur des enfants, donc ça a été le déclencheur. Et en fait, mon éveil aux enfants à travers le monde et la passion a été déclenchée à cause de mon propre fils qui m'a montré ce que cela signifiait. Et donc, je pense que je suis reconnaissante à mon fils d'avoir fait sortir de moi ce que j'ai pour objectif. Et c'est sûr qu'une éducatrice comme vous vous assurerez que votre fils est celui qui vous fait faire toutes ces merveilleuses choses dans le monde. Nos enfants sont effectivement la chose la plus importante. Ahmed, une histoire de votre part? Je ne parlerai pas d'un enfant spécifiquement, mais d'un groupe d'enfants. En 2019, il y a eu les Jeux olympiques spéciaux. Dans toutes les disciplines, les gens handicapés ont une détermination incroyable. On a eu une session qui s'appelait « Rencontrer les personnes déterminées », des jeunes enfants qui sont tous beaux à leur manière et qui ont cette persévérance de continuer et de donner plus et encore dans l'athlétisme ou ailleurs. Ça m'a absolument frappé, cette détermination qu'on a transmis ainsi. Donc, montrer et voir comment ils continuent à se battre, même si c'est très dur. Ça, c'est une inspiration. Je me souviens d'avoir fait une visite sur site dans une école. Et j'ai arrêté de dire quelle est mon excuse pour ne pas me lever et faire. Pourquoi ne pas continuer à pousser, à aller de l'avant et promouvoir des projets, même si c'est très dur. S'ils sont une telle inspiration et s'ils sont déterminés et persévèrent chaque jour. Moi, je le fais de temps en temps, ils le font chaque jour. Voilà, je me souviendrai de cette histoire. Chaque jour, je me rappellerai qu'il faut rester motivé, bien sûr. Et Adi, oui, eh ben, pour moi, ça a été Kfir, en fait. Kfir,
est décédé il y a 14 ans. Il avait 11 ans et demi. Et jusqu'aujourd'hui, il est ma plus grande inspiration. Un enfant qui n'a jamais dit un mot, qui n'a jamais pu parler, marcher. Il m'a appris à accepter mes propres handicaps et il m'a appris à suivre mon cœur. Et je pense que grâce à lui, tellement d'enfants, tellement d'adolescents dans ce pays ont des amis, ont une place, ont un sens dans le monde. Et pour moi, c'est Kfir. Merci beaucoup, Adi. C'est une histoire magnifique. Merci, Kiran. Merci, Ahmed. Ça a été vraiment formidable. Eh bien, tournons-nous maintenant vers le monde de l'entreprise, mais pas pour discuter de la bourse ou de la croissance trimestrielle, mais concentrons-nous plutôt sur la manière dont les entreprises peuvent aider les autres à se développer. Nous aimerions examiner comment les entreprises identifient leurs valeurs fondamentales et quelles actions elles entreprennent pour vivre selon ces valeurs et les refléter dans leur communauté. Pour répondre à ces questions, nous nous tournons maintenant vers New York, vers deux hommes qui s'y connaissent en matière d'affaires et de culture du bien. J'aimerais accueillir responsable de l'impact chez Adepar, David Harrison, et Justin Rockefeller, président exécutif. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. David, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour Justin, comment allez-vous? Merci beaucoup. C'est bien de vous voir. Oui, c'est vrai. J'espère que vous êtes en bonne santé et en sécurité là-bas. Oui, absolument. Pour l'instant, c'est ça. Et c'est une situation difficile et triste dans le monde, bien sûr. New York, où je vis, a été particulièrement touché, mais on tient les pouces. J'espère que les choses vont aller progressant grâce au vaccin. Je suis heureux que vous allez bien et nous allons parler un peu de faire le bien dans le monde des entreprises pour avoir des valeurs dans le business. Et qui mieux que vous? Vous avez dirigé des initiatives formidables, que ce soit vous avez été président et cofondé Impact et le travail que vous faites avec Adepar et dans le fonds Rockefeller. Donc, nous voudrions entendre comment vous faites, pourquoi, qu'est-ce qui vous fait faire que vous défendez ces valeurs et vous avez un impact positif et avoir un impact positif sur la société autour de vous. Merci d'avoir pensé à moi. C'est un sujet, en effet, qui m'importe. Pour moi, je pense à mes racines et je suis né aussi avec autant de chance que c'est possible d'imaginer. Ma famille Rockefeller a eu des résultats extraordinaires grâce au capitalisme et à la philanthropie. Et plus j'ai appris ces histoires incroyables, plus je me suis demandé comment pourrais-je marcher dans leurs pas, comment pourrais-je réussir à répondre à ces attentes. Mais j'ai aussi appris les valeurs et les traditions familiales. Et j'ai pensé que tant le capitalisme que la philanthropie a une nouvelle inversion, c'est-à-dire les financements durables, l'impact sur le monde, etc. Bref, construire sur l'histoire familiale avec un nouveau point de vue. Et pour le prochain millénaire, si nous voulons respecter ce modèle capitaliste que nous avons, il faut qu'il soit plus viable et mis à jour. Mon arrière-arrière-grand-père était un homme d'affaires formidable dans le monde du pétrole. Il n'avait aucune idée qu'il y aurait un problème de changement climatique. Mais le modèle de base qu'il a pris,
c'est-à-dire faire beaucoup d'argent et en rendant toujours 10% de cet argent. Et donc, toute sa vie, il a acheté la liberté d'esclave avant la guerre civile. Et donc, c'est sur la base de ces 10% de retour à la société. Et donc, c'est comme ça qu'il a fait toujours attention de rendre sa bonne fortune aux autres. Et je pense que c'est un modèle parmi d'autres. En fait, faire de l'argent devrait aussi avoir des impacts sociaux et environnementaux aussi. Et on travaille sur ces projets-là aussi ensemble, n'est-ce pas? Oui, c'est très intéressant, en effet. Il y a beaucoup de similarités. Quand on s'est rencontrés, j'ai vu beaucoup de points communs entre l'histoire de la famille et le fait que nous venons d'entreprises florissantes et comment cela traverse les générations dans les domaines de la philanthropie. Dans le groupe Harrison, nous avons toujours eu une concentration très importante sur le désir d'avoir un impact sur nos sociétés et que nous contrôlons et nos entreprises. Donc, nous voulons toujours nous baser sur des valeurs pour avoir un impact sur notre environnement. Et on est arrivé au stade où on s'est dit qu'on aurait une méthodologie familiale pour faire bien dans l'entreprise et on a créé en fait des modèles spécifiques et tout ce que nous investissions, toutes nos stratégies entrepreneuriales ont une approche holistique du modèle de faire le bien. Donc un modèle qu'on a appliqué internement, à l'interne au fil des années. Et pour apprendre de votre histoire et notre connexion, justement, sur ce plan, c'est exactement ce qui m'a persuadé de me joindre à Impact il y a quelques années. Vous êtes le président de cette organisation, Impact. Expliquez peut-être un peu ce que vous faites. Et partagez avec notre auditoire la raison pour laquelle moi aussi je me suis joint à vous. Écoutez, je vais mettre des mots dans votre bouche, David, et je vais vous dire pourquoi vous avez décidé de vous joindre à Impact. Non, je vais vous présenter notre organisation. En fait, d'abord un mot. Ce modèle de bienfaisance, c'est important. Mon objectif dans la vie... Non, je vais redire les choses autrement. Je me sentirai bien à l'heure de ma mort si je sens que j'ai laissé derrière moi un impact, mais que j'ai aussi étudié et vérifié les valeurs de la vie. Étudier le modèle de faire du bien et ses différentes composantes et comment les choses s'imbriquent les unes dans les autres, cela me fait penser à l'interconnectivité du monde. L'écologie et l'économie sont interconnectées, par exemple. Les personnes sont plus connectées que jamais par la technologie. Donc, l'idée derrière l'impact, c'est en fait d'agir à ce propos, c'est-à-dire un groupe de personnes qui souhaitent mettre de concert leurs valeurs et leur entreprise. Des gens, des familles qui sont philanthropes dans leur communauté. Nous avons 75 et plus membres de la famille dans le monde entier. C'est une organisation donc mondiale. Et ces familles qui souvent sont des directeurs d'entreprise et de la philanthropie qui disent qu'on veut aller plus loin. Nous voulons montrer ce que nous avons appris dans les mondes de la philanthropie et de l'entreprise dans notre portefeuille d'investissement. Nous ne voulons pas réinventer la roue, mais apprendre d'autres familles. Les familles coopèrent entre elles et ne veulent pas répéter les erreurs commises par le passé ou réinventer la roue. Des familles qui sont prêtes à partager leurs actions et à apprendre des erreurs. Et c'est ça, Impact, c'est partager en réseau et agir. Nous avons construit des trusts parmi ces familles
pour échanger, partager. Et ces dernières années, ça a été formidable de voir les diverses initiatives qui ont découlé de ce groupe. Nous avons un nouveau capital risque, comme un nouveau modèle de capital risque qui va changer potentiellement, à mon avis, le monde de la finance. Nous avons une initiative autour de la banque qui va, quelque part, faire pression sur certaines banques pour qu'elles se comportent de manière plus responsable autour des changements climatiques. Et nos clients. Bref, des initiatives passionnantes, toutes menées par nos membres. Donc, c'est formidable d'avoir cette organisation qui est un espace sûr pour ces familles pour échanger et travailler ensemble. Oui, vous voyez, pour moi, quand je joins Impact, je savais et j'ai toujours su qu'une entreprise doit être utilisée comme force du bien pour servir la communauté, servir les communautés locales et s'occuper de combler les fossés dans les difficultés de la vie et, par exemple, de l'environnement. En grandissant, je me disais que nous sommes isolés dans nos familles. Et puis là, on a tout à coup découvert des familles comme les vôtres. Et nous avons de plus en plus compris que nous ne sommes pas les seuls qui comprennent que l'on peut résoudre des problèmes, présenter les meilleures pratiques pour améliorer la vie des gens et l'environnement et faire de l'argent ce faisant. Et il est important de comprendre que la perception entrepreneuriale, vous pouvez avoir un impact en plus de gagner de l'argent. Et nous avons découvert cela ce matin encore, au fil de nos expériences avec les membres d'Impact et ce que font tous les membres. Les histoires et les slogans à part, il serait intéressant de partager une manière spécifique qui nous a permis de nous servir de ces idées comme levier pour aller au-delà du réseautage, mais voir comment nous agissons ensemble. Je ne sais pas à quel point vous êtes prêts à partager ces histoires, mais moi je me souviens qu'à l'époque, quand nous nous sommes connus, vous étiez intéressés par l'eau. L'eau, c'est un sujet passionnant. Et vous m'avez présenté une entreprise, une société qui semblait passionnante, avec des technologies de pointe. Et moi, je venais de l'idée du traitement des eaux et des infrastructures pour l'eau. Et j'ai dû complètement changer d'état d'esprit, en fait, lorsque j'ai découvert cette société que vous m'avez présentée, Source Globale, comme ça s'appelait. Vous voulez partager pour raconter aux autres ce que cela signifie de construire une entreprise, une société qui est une force pour le bien avec un modèle business adapté. Exemple parfait d'une entreprise, en effet. Plus on investit d'argent, plus on a un impact positif et plus on fera d'argent, évidemment. Et je pense que c'est une bonne idée de parler rapidement de ce que fait cette société. Donc, tout le monde, vous savez ce que c'est des panneaux solaires, mais personne ne sait peut-être ce que c'est qu'un hydropanel, c'est-à-dire un panel pour l'eau. Donc, c'est comme un panneau solaire, mais avec un toit en bas, avec un réfrigérateur en bas, si vous voulez. Et donc, plutôt que de créer de l'électricité, ces panneaux solaires créent ou font fonctionner un ventilateur qui fabrique de l'humidité de ce panneau et inclut l'humidité et qui, par processus, est absorbé. C'est comme un déhumidificateur du ciel. Et donc, vous fabriquez ainsi de l'eau minéralisée, filtrée et extraordinaire, sans aucune infrastructure. Donc, vous pompez l'eau directement vers votre robinet en cuisine et vous pouvez ainsi utiliser cette eau dans des tas
d'appareils. Et donc, vous résolvez les problèmes d'eau, par exemple, dans la région de Michigan, où ils avaient des problèmes de canalisation. Et donc, on peut vendre de l'eau comme service et les gens, de manière indépendante, peuvent fabriquer leur propre eau avec des panneaux solaires. Et donc, ça a été formidable dans des villages, dans des écoles, dans le monde entier. Et cela, évidemment, réorganise le temps des personnes, essentiellement toujours les femmes et les enfants, qui parfois doivent marcher des kilomètres pour aller chercher de l'eau potable, parce que c'est une première nécessité, bien sûr. Et donc, une personne sur 3 dans le monde n'a pas accès à de l'eau potable. Donc, c'est un problème majeur. C'est un marché immense, des centaines de milliards de dollars de potentiel de croissance. Et donc, les scientifiques, les entrepreneurs, et mieux ils réussissent financièrement, meilleur sera leur impact social et environnemental. C'est extraordinaire. En fait, prendre la lumière et l'air pour générer de l'eau, une des choses que j'ai adorées, c'est que c'est 100% indépendant du réseau. Il ne faut pas se connecter à quelque source électrique que ce soit. Comme vous l'avez dit, vous produisez votre propre électricité et ils ont développé donc en Arizona, donc dans le désert, n'importe où, vous pouvez produire de l'eau potable et cette capacité, ces modèles sont extraordinaires pour les communautés locales qui n'ont jamais eu accès à l'eau potable. Et ça, c'est vraiment un exemple renversant. Comme vous l'avez dit, plus la société fera de l'argent, mieux les gens seront servis. C'est vraiment une solution invraisemblable. C'est formidable. Personnellement, je suis honoré de faire partie de ce type de choses. Une des premières choses que vous m'avez dit quand on s'est rencontrés la première fois, et c'est exactement l'éthos ou l'idée de impact, c'est qu'en fait, nous participons aux choses dans lesquelles nous investissons. Si nous investissons dans des choses qui ont un impact négatif sur la vie des gens, eh bien, à ce moment-là, et si nous avons un impact positif, nous avons aussi la participation et la responsabilité. Et merci d'avoir attiré mon attention sur ces possibilités. Moi, personnellement, vraiment, je sais que j'ai beaucoup gagné à cela dans ma compréhension de la manière dont nous pouvons utiliser le business pour faire le bien. Merci de m'avoir recruté pour Impact. J'ai tant appris. Et on me dit qu'il est temps pour moi d'arrêter là, mais je me demande une chose. Si vous aviez un souhait que notre audience pourrait discuter ou que nous pourrions désirer réaliser dans notre vie, ce serait quoi en fait, votre souhait? Je dirais 2 choses. Premièrement, comment gagner de l'argent, comment nous donnons de l'argent, comment nous dépensons de l'argent et comment nous investissons de l'argent. Tout cela a des conséquences morales. Donc, si l'on peut réfléchir à chacun de ces points, eh bien, vous risquez de pouvoir changer vos comportements de manière générale dans les 4 domaines. Parce que ce que nous faisons, même quand nous investissons, cet investissement a toujours des conséquences positives et négatives. Il faut y réfléchir, c'est utile. Et ainsi, vous pourrez plus facilement changer la vie des autres. Et la deuxième chose, j'encourage notre audience à regarder nos frustrations. Si quelque chose vous préoccupe, c'est facile de hausser les épaules et dire « Bon, ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. » Mais si vous posez des questions et vous commencez à parler aux gens dans ce domaine, eh bien, parfois, vous trouvez des réponses pour aider et pour solutionner les choses. Donc, n'ignorez pas vos frustrations. Réfléchissez à pourquoi vous êtes frustré et voir si vous pouvez faire quelque chose, parce que n'importe qui peut amener le changement.
Eh bien, voilà des mots sages. Merci beaucoup, Justin. Il est temps de nous arrêter. Merci de vous être joints à nous. Merci, et tout particulièrement à Justin Rockefeller. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Justin Rockefeller et David Harrison pour cette magnifique conversation. Ce qui nous amène à la fin de notre deuxième séance plénière et nous allons tout de suite avoir d'autres petites conversations. Rejoignez notre plateforme virtuelle pour d'autres conversations et visites virtuelles. Nous nous retrouvons ici pour notre troisième et dernière plénière.